Bonjour à tous, je vous fais la suite du cours, donc je fais un commentaire audio sur les diapos et je vous donnerai après des compléments de lecture pour détailler un peu plus. Donc on était sur les pipes, on a vu comment on pouvait faire un fork, attendre ses fils, et l'idée du pipe c'est que avant de faire un fork on va appeler la primitive pipe qui va créer deux descripteurs de fichiers, des numéros dans la table des fichiers ouverts. Et ces descripteurs, il y en a un qui va servir à la lecture, donc on peut lire avec, et l'autre à l'écriture, chacun à un bout du pipe. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si le fils envoie des messages au père, il va écrire dans le descripteur 1, et le père va lire dans le descripteur 0. Et si on ouvre un deuxième pipe, on peut faire une communication dans l'autre sens. Alors justement, pour lire dans un pipe, on va utiliser l'appel système read qu'on a déjà vu, en prenant le descripteur 0 qu'on a reçu de la commande pipe. On donne un buffer dans lequel stocker les caractères qu'on lit et une taille de ce qu'on veut lire. Et donc on reçoit le nombre d'octets qu'on a lu. Alors il y a différents cas. S'il y a des données dans le pipe, donc il y a déjà eu des écritures, à ce moment-là, on reçoit, c'est un read normal comme dans un fichier, mais si on veut lire par exemple si on typebuff est plus grand que le nombre effectif d'octets présents dans le pipe, on va lire que ce qui est présent dans le pipe. Donc on va bien avoir besoin de la valeur de retour de read pour savoir combien on a lu effectivement. Le read, il fait toujours une lecture de au maximum un certain nombre de caractères. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que tous les processus qui écrivaient dans le pipe sont partis, et donc à ce moment-là, on va recevoir 0. Donc là, ça veut dire que le pipe est vide et il n'y a pas d'écrivain. Et donc à ce moment-là, on reçoit 0, on sait qu'on a atteint la fin du pipe et qu'il n'y a plus rien à attendre. Et s'il y a des écrivains mais pas de données dans le pipe, alors la lecture est bloquante. C'est le cas par défaut, puisque d'habitude quand on lit on est bloquant, mais après si on utilise des options pour ne pas être bloquant, on aura une valeur de retour qui diffère selon les options qu'on a utilisées. Pour l'écriture, ça va être le même principe, c'est une écriture comme dans un fichier standard, sauf qu'on utilise le descripteur, le deuxième descripteur réservé à l'écriture, et on aura aussi une valeur de retour qui nous dit combien on a écrit. Donc s'il n'y a pas de lecteur dans le pipe et qu'on essaye d'écrire dedans, alors à ce moment-là, on reçoit un signal SIGPipe. Donc on verra les signaux plus tard. C'est un moyen de communiquer entre processus Unix de façon un peu, sans transporter de données, contrairement à un pipe. On envoie un signal à un processus, donc vous connaissez ça, puisque vous connaissez sûrement la commande kill. Kill, c'est une commande qui envoie un signal. Et si elle s'appelle comme ça, c'est qu'un processus qui n'est pas prêt à recevoir un signal et qui le reçoit, il est tué, puisque il n'a pas prévu de réagir, et donc comme on ne sait pas le faire réagir, on l'arrête. Donc c'est pour ça que c'est kill. Alors donc voilà, s'il n'y a pas de lecteur et qu'on écrit dans un pipe, on reçoit le signal SIGPipe, ça veut dire que on est en train d'écrire et parler dans le vide, et donc c'est pas possible. Sinon, si l'écriture a été configurée bloquante, ce qui est le cas normalement, on va retourner que lorsqu'on aura écrit tous les caractères qu'on voulait écrire. Donc on va faire l'intégralité de l'écriture avant que le write ne termine. Et si l'écriture n'est pas bloquante, alors on a une variable, une constante pipebuff qui est définie. Et si on écrit plus que pipebuff, on retournera forcément moins que ça, puisqu'on ne peut pas écrire plus que pipebuff. Et donc on saura qu'on n'a pas écrit tous les caractères qu'on voulait, et on saura exactement combien on en a écrit. Si on veut écrire moins que la taille de pipebuff, pipebuff c'est la taille en gros du pipe, combien de caractères il peut contenir. Donc si on veut écrire moins ou autant et qu'il y a assez de place, alors on recevra n, la valeur, le nombre de caractères qu'on a écrit. Et si on veut écrire moins que pipebuff et qu'il n'y a pas assez d'emplacement libre dans le pipe, il est déjà un petit peu rempli, alors on retourne tout de suite avec une valeur 0
ou -1 en fonction du paramètre indicateur qu'on a mis ici pour être non bloquant. Donc un peu comme dans read. Donc voilà, il faut faire très attention au retour de la fonction, et en fonction de ce qu'on reçoit en retour du write, on sait comment s'est passée l'écriture et quelles sont les conditions, est-ce qu'il y a des lecteurs, etc. Alors un exemple de lecture, d'écriture dans un pipe sans lecteur, justement. Donc on a la librairie qui nous donne les pipes, les entrées-sorties, et la librairie pour gérer les signaux. Alors justement, voyons comment on écrit, comment on gère les signaux. Donc on va déclarer une variable globale de type struct SIGAction, on va l'appeler action. C'est là-dedans qu'on va stocker les fonctions qui doivent réagir aux signaux. Donc par exemple, on va définir une fonction handSigPipe qui prend le numéro d'un signal et qui affiche signal SIGPipe reçu. Voilà, ça c'est une fonction, c'est notre fonction qui sera destinée à réagir à un SIGPipe. Et pour qu'elle le fasse, dans le main, on va devoir abonner la fonction à SIGPipe. Donc on va devoir, donc dans action, dans le champ SA handler, on va devoir mettre l'adresse de notre fonction. Donc l'adresse d'une fonction, c'est juste son nom. Et ensuite, on va appeler la fonction SIGAction qui est dans signal.h en lui donnant SIGPipe. L'adresse du SIGAction, du struct SIGAction qu'on lui a donné est nulle. Donc on est en train de dire, voilà, dans action, on a enregistré une fonction qui réagit à un signal, et on dit que pour le signal SIGPipe, il faudra se référer à cette structure-là, et donc lors de la réception du SIGPipe, il y aura appel de notre fonction. Donc ça revient à abonner une fonction à un événement, et l'événement ici c'est un signal reçu. Donc ensuite on crée notre pipe, donc on lui passe bien une paire, enfin un tableau qui peut contenir une paire d'entiers, et donc ce tableau il est peuplé avec les deux descripteurs de fichiers qu'on reçoit. On essaye d'écrire dedans, et si ça renvoie -1, on dit ça s'est pas bien passé. Donc et -1, je rappelle, ça arrive dans ce cas-là, quand on est en écriture et qu'il n'y a plus de place. Et sinon, on dit ça s'est bien passé. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ni ce p-error-là, ni ce printf ne va se faire. Hein, on va voir les deux en fait. On va avoir la réception du signal SIGPipe en premier. Donc j'essaye d'écrire dans un pipe où il n'y a pas de lecteur. Hein, forcément, je n'ai pas fait de fork, donc personne n'est abonné à la lecture. J'écris dedans. Le processus reçoit le SIGPipe, et donc il appelle la fonction qu'on a définie pour ça. Signal SIGPipe reçu est affiché. Et ensuite, vu que le processus n'a pas été tué, il continue son exécution, et là le write va renvoyer -1, et ce qui fait qu'on va exécuter ce truc là, p-error write, et l'erreur c'est broken pipe. Donc on est en train d'écrire dans un pipe cassé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecteur en face, et donc on est en train d'écrire dans le vide. Alors en plus des pipes qu'on vient de voir qui sont dits anonymes, c'est-à-dire que on ouvre un pipe, on fork pour communiquer avec un fils, on a les pipes nommés, donc c'est exactement le même principe. La différence c'est que le pipe il sera présent sur le système de fichiers, on peut le voir en faisant un ls, et donc on peut l'ouvrir par son nom, et donc c'est beaucoup plus simple à utiliser, en particulier quand on a des processus qui n'ont pas de lien de parenté, ou un lien de parenté compliqué, et donc à ce moment-là ça serait difficile de leur faire passer le descripteur de fichier. Là on va directement faire comme si c'était un fichier, mais c'est un pipe qui marche pareil. Donc l'appel qui fait ça c'est mkfifo, make FIFO, ça fabrique un FIFO. On lui donne un chemin et un mode, c'est-à-dire des permissions,
pour créer, pour définir qui aura le droit d'ouvrir en lecture ou en écriture ce fichier. Donc il y a aussi, en plus de ça, un mkfifo dans le shell. C'est la commande shell qui fait la même chose. Donc vous voyez, ça va créer, donc si je fais mkfifo FIFO1, que je le liste, et bien je vois que ça crée un fichier avec des permissions, et le type ici c'est P. Donc c'est un pipe, sa taille c'est 0. Il n'a pas de taille, tout est en mémoire. C'est pas un fichier stocké sur disque, il y a juste une entrée de répertoire qui permet d'y accéder. Si on veut faire la même chose dans un programme, et ben, on va faire mkfifo de nom du fichier et le mode étant une structure, une valeur de type mode T, et dans lequel on positionne différents bits. Donc là, R user, l'utilisateur peut lire, W user, l'utilisateur peut écrire, R grp, l'utilisateur, le groupe peut lire, et R other, les autres peuvent lire, et tous les autres seront à 0, et donc on aura les permissions qu'on a vues ici en fait. L'utilisateur peut lire et écrire, et les autres, le groupe ou les autres peuvent juste écrire. Donc on fait le mkfifo, si ça rate, eh bien on dit qu'il y a une erreur, sinon on dit qu'on a réussi, et puis après on peut en fabriquer un deuxième, et ainsi de suite. Donc si on lance le programme, là il nous dit le premier ça a raté parce qu'il existait déjà, oui on l'avait créé juste avant avec cette commande là, donc on passe ici p-error, mkfifo FIFO1, file exists, donc ça c'est la raison de l'erreur. Alors que dans le deuxième, ça passe, et donc on se retrouve ici, FIFO2 créé, et donc on affiche FIFO2 créé, et on voit qu'on a créé un FIFO avec exactement les mêmes permissions que le précédent. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que plutôt que de continuer, je vais vous donner des lectures supplémentaires, donc vous recevrez ça par mail, et vous recevrez aussi par mail les instructions pour le TD.